Oui, à l'échelle mondiale, il y a des centaines de millions d'êtres humains qui vivent de l'élevage, de petits élevages familiaux, et pour lesquels c'est une source de revenus extrêmement importante, parce qu'ils n'ont pratiquement pas d'autres revenus. Et ça ne rend pas l'exploitation animale juste et moralement défendable. Simplement, effectivement, s'il devait y avoir une abolition de l'élevage, de la chasse, etc., de la pêche, sont des personnes qui se retrouveraient dans des difficultés économiques très importantes. À mon avis, ça n'est pas un argument contre l'abolition, c'est un argument pour faire jouer des solidarités au niveau international et pour que le prix à payer pour les humains au renoncement de l'exploitation animale soit d'une certaine façon mutualisé. Évidemment, ça demande de changer un peu les règles, les règles de la solidarité internationale. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est une nécessité, pas seulement à cause de la perspective de l'abolition de l'élevage, par exemple, mais qui est une nécessité à l'heure actuelle, à cause des règles du commerce international, à cause de la restructuration capitaliste, etc., qui laisse des milliards de personnes dans une très grande pauvreté. Donc de toute façon, ça c'est un problème global que nous allons avoir à affronter dans les décennies qui viennent, sous peine de condamner des millions et des centaines de millions d'humains à la famine, à la pauvreté absolue, etc. Pourquoi? Pourquoi? Mais à cause de ces histoires de restructuration du capitalisme et tout ça. Le problème de la disparition des élevages est un problème qui n'a pas attendu la libération animale, qui n'a pas attendu le mouvement contre l'exploitation animale. C'est un problème qui est complètement d'actualité avec la mondialisation. À l'heure actuelle, ce sont des centaines de milliers d'exploitations agricoles de petite envergure qui disparaissent chaque jour à l'échelle mondiale parce que les coûts de production dans les pays du tiers-monde sont plus importants que les coûts d'importation de matières premières ou de produits d'élevage dans les pays du tiers-monde. En Afrique, par exemple, les poulets congelés qui sont exportés d'Europe reviennent moins cher que des poulets produits sur place. Donc de toute façon, l'élevage des petits producteurs est condamné à assez court terme par les tendances économiques actuelles. Il est extrêmement urgent de mettre au point des systèmes de solidarité, ce qui signifie affronter directement les politiques de nos États à l'heure actuelle. Mais c'est un problème qui n'est pas un problème spécifique à la question de l'exploitation animale et de son refus. C'est un problème qui est un problème général. Dans ce que tu viens de dire, on pourrait avoir l'impression que l'évolution de l'économie mondiale et des structures du capitalisme qui l'accompagnent va dans le même sens, d'une certaine manière, que l'abolition de la viande, puisque ce que tu dis, c'est que les élevages industriels font disparaître... Alors, les élevages industriels font disparaître les petits élevages, mais ils les remplacent par des élevages industriels. Ce qui n'est pas du tout un gain du point de vue des animaux. Au contraire, c'est un approfondissement de leur misère et une détérioration monstrueuse de leurs conditions de vie. Donc en fait, tu constates une sorte de parallèle entre ce qui sous-tend un peu le mouvement de l'abolition de la viande et d'autres formes de lutte, là en l'occurrence contre le capitalisme et ses désastres. Eh bien, c'est-à-dire que le mouvement contre l'exploitation animale, c'est un mouvement qui part de l'idée d'égalité et qui est un mouvement contre l'exploitation en fait. Ce qui importe là-dedans, c'est pas le mot animal, c'est en fait d'une part le fait qu'il s'agit d'être sensible et d'autre part c'est le mot exploitation. C'est le fait qu'on foule au pied les intérêts de ces êtres. Et donc c'est bien valable aussi bien pour des humains que pour des non-humains. Donc effectivement, à ce niveau-là, il y a une convergence, c'est-à-dire qu'il
il s'agit d'une des branches de la lutte pour un monde meilleur pour tout le monde. Ensuite, il y a des convergences tactiques, stratégiques qui peuvent se nouer, qui peuvent être anticapitalistes par exemple, oui, tout à fait. Qui peuvent aussi être antipatriarcales, parce que le système de domination patriarcale a aussi partie liée avec le système de domination spéciste, qui peuvent être antiracistes aussi, etc. Toi, par exemple, tu te définis comment? Je sais pas si vous avez fait. Comment je me définis? Je me définis comme égalitariste. Fondamentalement, je considère que les intérêts de chacun comptent autant que les intérêts de n'importe qui d'autre, et qui sont à prendre en compte, du coup, de façon similaire. Ensuite, concrètement, ça peut poser un certain nombre de problèmes, mais disons que c'est ce que je pense être juste de façon globale, générale. Ensuite, je suis de sensibilité libertaire, mais ça n'est pas parce que je pense que la liberté serait un bien en soi, c'est parce que je pense que la liberté est une condition nécessaire pour réaliser un monde égalitaire. Qu'on ne pourra jamais réaliser un monde égalitaire de façon imposée. Parce qu'il y a une sorte de contradiction dans les termes. Voilà. Et ton engagement pour les animaux, c'est un engagement de circonstance ou qu'est-ce qui fait que tu te définis comme égalitariste, donc, qui englobe quand même beaucoup de domaines et de... Oui, mon engagement pour les animaux, c'est l'un parmi de nombreux autres engagements, mais c'est l'engagement qui me prend le plus de temps et d'énergie, qui me demande le plus de recherche aussi. C'est l'engagement que je privilégie parce que, d'une part, c'est cette question-là qui concerne le plus d'individus, qui sont le plus exploités de loin. C'est sans commune mesure avec la plupart des formes d'exploitation humaine, par exemple. Et aussi, c'est l'un des domaines qui a été le moins l'objet d'études et où il y a le moins de militants aussi. Donc, je pense que c'est vraiment une question extrêmement urgente, extrêmement importante d'un point de vue moral, extrêmement importante aussi d'un point de vue politique. C'est-à-dire que les remises en question opérées par le point de vue animaliste sont assez faramineuses. Et c'est une question qui est soutenue par trop peu de monde pour que j'ai envie de la mettre de côté, quoi. Mais je suis aussi engagé dans de nombreux autres domaines de lutte, du côté des luttes sociales en général, mais aussi du côté d'autres types de luttes que je pense extrêmement importants, mais qui sont extrêmement minoritaires, comme la lutte contre la condition qui est faite aux enfants, de privation de droits à travers le statut de mineur, par exemple. Ou la lutte contre le règlement pénal des conflits, où on utilise la punition pour régler des conflits. Je pense que c'est une abomination et c'est vraiment quelque chose qui tient de l'ordre de la barbarie et qui vise à terroriser les populations, alors qu'il y a des modes beaucoup plus intelligents de règlement des conflits, etc. En fait, je pourrais dresser une liste assez importante, mais je suis engagé aussi du côté de la lutte antipatriarcale, que je considère comme être extrêmement importante, à cause de ses conséquences qui sont vraiment dramatiques pour tout le monde, et particulièrement pour les femmes, bien sûr. Donc oui, la question animale, pour moi, est une question particulière d'une question plus générale, que je favorise simplement parce qu'elle elle comprend un nombre elle concerne un nombre d'individus qui est faramineux, qui est phénoménal. Du coup, ouais, pour revenir à ces animaux, développés là dans la suite du petit paysan, quelle est ta position par rapport à des populations qui ont une culture, disons, qui est ancrée dans certaines formes de rapport avec les animaux, souvent perçues comme respectueuses. Il y a beaucoup de populations à la surface de la Terre qui qui ont fondé leur mode de vie sur l'exploitation animale.
et qui ne peuvent pas garder ce mode de vie s'ils renoncent à l'exploitation animale. Et je pense que du coup, ils doivent changer de mode de vie. Alors je ne vais pas aller leur imposer ça de l'extérieur. Dans toutes les civilisations, il y a des gens qui s'opposent à l'exploitation animale. Ça vaut aussi bien pour les Esquimaux que pour les Indiens d'Amazonie, que pour les Sénégalais de Dakar ou les petits pêcheurs des côtes. Il y a des gens partout qui se battent sur ces questions-là. Et je pense qu'il faut soutenir ces luttes au sein de chacune des communautés pour changer les cultures. Pour moi, le problème se pose exactement de la même façon que, par exemple, pour les cultures patriarcales. C'est clair qu'une immense majorité des civilisations, des cultures qui existent encore à la surface de la Terre sont des structures patriarcales. C'est-à-dire des structures où une partie de la population vit mieux aux dépens de l'autre partie de la population qui, elle, vit moins bien. Ça se traduit notamment par des différences d'espérance de vie qui sont souvent de l'ordre d'une dizaine d'années. Et je pense que bien que les dominants, les hommes en général, donc, aient à pâtir de la fin de ce type de structure, il faut pourtant lutter contre ce type de structure parce que d'autres ont à y gagner énormément. Notamment, ça se compte en années de durée de vie, par exemple, d'espérance de vie, et en qualité de vie bien supérieure, quoi. Et ce n'est pas parce que ce sont des sociétés traditionnelles que c'est en soi respectable. Alors évidemment, moi qui fais partie d'une société dominante, société capitaliste, blanche, européenne, occidentale, judéo-chrétienne, etc., je ne vais pas aller dans des pays du tiers-monde pour faire la morale aux gens, etc. C'est-à-dire quand je me retrouve dans ces pays-là, c'est vrai que je vais discuter de ce que je pense, comme je le ferais évidemment avec n'importe qui. Mais je ne suis pas le mieux placé pour aller lancer des campagnes de prosélytisme dans d'autres pays, quoi. Mais par contre, rien ne m'empêche de soutenir des gens qui sont actifs sur place. Ouais, c'est pas comme s'il n'y avait rien à faire ici aussi. Oui, tout à fait. De toute façon, à l'heure actuelle, l'urgence est vraiment de lutter ici et maintenant, parce que c'est dans nos pays que les modes d'exploitation sont les plus effroyables et les plus importants. Et en plus, nos pays jouent un rôle de modèle pour les pays émergents, comme on les appelle, comme la Chine, le Brésil, l'Inde, etc., dont la consommation de viande et de produits de la pêche est en inflation exponentielle, quoi. Et qu'est-ce que tu penses de cet argument qui est souvent mobilisé ici, qui est, alors quand on parle de l'exploitation des animaux, la référence à ces populations au mode de vie traditionnel? Qu'est-ce que tu penses de cette utilisation Ah oui. de cet argument? Oui, par exemple, l'argument qui veut que dans d'autres civilisations, on respecte l'animal quand on va le tuer, on s'excuse auprès de lui, ce genre de... Alors, je ne sais pas ce qu'il en est dans ces civilisations-là. Je subodore que c'est lié à des visions du monde animistes qui prêtent une âme et une puissance notamment aux autres animaux, et que du coup, il s'agit de se concilier les faveurs des animaux en leur disant qu'on les respecte, qu'on les aime bien, qu'on fait attention à eux. Je pense que ça ne change pas nécessairement grand-chose pour les animaux eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont tués quand même, alors qu'ils auraient souhaité continuer à vivre. Et en tout cas, l'utilisation qui en est faite dans nos sociétés est une utilisation qui me paraît ne pas avoir de sens, si ce n'est d'essayer de sauver l'idée qu'on va pouvoir continuer à tuer des animaux, que ça peut être justifié. Je pense que c'est une façon de dire... C'est une façon, en fait, pour les gens qui utilisent ce type d'argument, d'escamoter la question des victimes pour ne plus se polariser que sur la question de la bonne volonté et de la gentillesse des dominants. C'est dire, mais ce n'est pas grave si on tue, si on le fait avec respect. Là, le respect, finalement, c'est un respect que le dominant s'adresse à lui-même. Il s'agit de se dire qu'on ne fait pas ça en mauvaise part, qu'on
on le regrette ou qu'on ne le regrette pas, mais qu'on respecte l'animal. Enfin, c'est un respect qui est purement... comment... C'est un respect qui est purement imaginaire, en fait, qui ne se traduit pas dans des faits par le fait de tenir compte des intérêts de l'animal. C'est quelque chose qui est de l'ordre de la galanterie. C'est-à-dire qu'on va adresser une sorte de respect qui ne coûte rien au dominé pour mieux faire passer le gros de la domination, qui est le fait de le mettre à mort ou de l'avoir élevé pour ça, etc. Oui, je pense que c'est un respect qui est de l'ordre de la galanterie, comme de très très nombreux respects d'ailleurs. Et je pense que le but fondamental de ce type d'argument, c'est de sauvegarder l'idée maîtresse que nous avons une valeur suffisante, que nous nous donnons une valeur suffisante, que elle nous donne le droit de tuer pour un oui ou pour un non, c'est-à-dire en fait pour le bon goût d'un corps mort dans notre bouche, quoi.